Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes tous encore en train d'arriver. Je vais laisser une petite minute d'attente pour les retardataires, mais on va être là pour 45 minutes, une heure avec Nicolas. On a Flavie en support. Salut Armand. Et je recommencerai dans une minute. Je vous fais une petite intro et après je laisserai surtout la parole à Nicolas à qui je vais poser plein de questions sur notre sujet. Allez, je vais commencer l'intro, comme ça va permettre à tout le monde d'arriver. Je suis ravie de vous avoir avec nous sur ce sujet. Normalement, là, vous voyez mon écran, et c'est-à-dire la page du webinaire. Ça marche ou pas? Ouais, Yes, ça marche. parfait. Bonjour à tous. Salut Nicolas. Je vais faire une petite intro. Pourquoi on est là? Je pense que vous connaissez tous, mais peut-être pas. Bienvenue chez Lyon. Lyon, c'est l'école, j'ai une petite présentation juste après, qui forme l'avant-garde des employés. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, on va chercher des professeurs qui n'en sont pas, qui sont uniquement des experts terrain et qui viennent des entreprises les plus innovantes généralement, ou en tout cas qui sont ceux qui sont en train d'essayer de réinventer leur job, leur manière de faire, qui mettent au point des nouvelles techniques. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent directement les transmettre. Et comme ils transmettent des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, des nouveaux savoir-faire, le but est de donner ces manières de faire nouvelles et renouvelées en permanence pour que chacun puisse accélérer sa carrière, le prendre dans son job, avoir une meilleure technique avec son équipe. Et évidemment, tout ça, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'état d'esprit. On est trop content de faire cet événement aujourd'hui. Vous allez voir, le but, ça va être que vous participiez aussi. N'hésitez pas à poser vos questions. Tout le chat est pour vous. On va faire pas mal de sondages parce que l'idée, c'est aussi d'apprendre de la communauté. Très souvent, nos profs deviennent des élèves, nos élèves deviennent des profs. Et le but, c'est qu'il y ait vraiment un partage de bonnes pratiques. Je vais me présenter. Moi, je suis Annabelle. Je suis la cofondatrice de Lyon et de Maria Schools, qui est le campus auquel appartient Lyon. Moi, je manage aujourd'hui pas mal de monde. On est une équipe à peu près de 30 personnes, mais je vous rassure, j'ai absolument pas 30 personnes en management direct. J'en ai plutôt 5 ou 6 personnes. Vous voyez, c'est pas non plus énormément, mais ça m'apprend tous les jours des nouvelles manières de faire. Et surtout, ce que je vois, c'est qu'on a la chance chez Lyon d'avoir des programmes qui forment au management. Et à partir de là, j'ai assisté à pas mal de cours où j'ai du coup eu la chance d'avoir énormément de retours d'expérience de plein de managers, de leaders d'équipe, etc. Et du coup, ça me permet à chaque fois d'avoir plein de bons tips, plein de bonnes méthodologies, plein de bonnes pratiques. Et c'est ce qu'on va tenter de faire avec Nicolas aujourd'hui qui va se présenter. Juste un petit mot sur Lyon, l'école. On ne fait pas que des formations management, on a beaucoup de formations différentes. On en a évidemment sur le marketing digital. En fait, on forme un peu à toutes les compétences utiles à avoir pour accélérer son métier. C'est des formats assez courts qui vous prennent 3 heures par semaine en général, sur 5 semaines, 6 semaines, ça dépend. Et l'idée, elle va être vraiment d'avoir une petite accélération sur ce sujet-là, donc product, growth pour le marketing, team leader pour les personnes qui veulent se former au marketing. Et on a tout un programme de New Ways of Working, un peu culture générale et data. On a plein de sessions à venir, data qui arrive là le 24 octobre. On a product e-learning qui est en fait quand on rajoute e-learning, c'est qu'en fait on a des formats soit chez nous en présentiel ici à Paris dans le deuxième où je suis là actuellement, soit vous pouvez suivre totalement en ligne où que vous soyez en France. Enfin, je dis en France ou même à l'étranger, mais généralement nos programmes sont 100% en français, même si on utilise, et vous voyez déjà dans cette page, énormément de mots anglais qui correspondent beaucoup à l'écosystème Startup Scale-up. Pour nous suivre, si ça vous intéresse, pour nos prochains rendez-vous, on a une page Meetup que vous avez dû tous voir où on publie tous nos événements. On en a à peu près entre un et deux par semaine.
Donc, les prochains événements, on en a pas mal là sur tout ce qui est management, leadership. On en a encore un demain aussi là-dessus, qui est avec Thomas Nivol, qui est le Head of People de Mocaker, qui a été en fait chez Criteo, chez Algolia, chez Madbox. Et lui, il va nous faire un peu ces 4 grandes leçons suivies de 4 expériences managériales différentes avec qu'est-ce qu'il a pris de chacune des expériences et qu'est-ce qu'il a appris. Donc, si ça vous intéresse, puisque vous êtes intéressé par les sujets de management, n'hésitez pas à nous rejoindre demain, pareil, midi. Sur LinkedIn aussi, on publie vraiment toutes nos actus et évidemment sur le site Joignon. Et pour ceux que ça intéresse, on a évidemment notre programme Team Leader où vous pourrez nous poser des questions avec Nicolas dessus, puisque Nicolas intervient beaucoup dedans. Donc, n'hésitez pas, qui démarre aussi prochainement. J'avais juste, avant de laisser la parole à Nicolas, envie de vous poser une question et vous pouvez tous répondre dans le petit chat qui est sur le côté pour savoir si, j'imagine, si vous êtes intéressé par ce sujet, est-ce que c'est parce que vous avez une position managériale que vous prenez pour la première fois et que ça vous intéresse de savoir comment monter en compétence? Donc, dites-nous si vous êtes cluster manager. Est-ce que vous travaillez plutôt dans des startups? Est-ce que vous êtes manager d'une grande équipe, d'une petite équipe? Et au fur et à mesure, vous allez voir, on a préparé des sondages et vous allez pouvoir y répondre au fur et à mesure. Comme ça, le but, c'est de vous connaître. Une petite règle pour les 40 minutes qui nous restent et qu'on va passer ensemble. Vous n'hésitez pas une seconde à nous poser vos questions. Moi, je les prendrai au fur et à mesure. J'aurai pas tout le temps mon écran partagé comme ça. Donc, vous posez toutes vos questions, vous participez. Le but qu'on va avoir avec Nicolas, ça va être le plus possible de vous donner un peu des retours d'expérience très pragmatiques pour vous donner pourquoi pas des tips. Et évidemment, notre but pendant ces 40 minutes, ça va être de réfléchir ensemble aux enjeux que pose l'hybridité pour un manager, quelles vont être peut-être les nouvelles compétences, ou en tout cas la nouvelle posture à adopter. Et si on a des petits outils, des petites choses qu'on pourra vous partager, et en tout cas des questions que vous avez vraiment en tête, vous n'hésitez pas à les poser. Nous, notre but, c'est d'y répondre. Du coup, Nicolas, j'ai mis une petite slide avec ta tête et tes expériences. Ce que je te propose, et tu le feras mieux que moi, c'est de te présenter, de prendre la parole, et après, je te poserai toutes les questions qui vont permettre d'animer cette heure autour du management hybride. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Annabelle. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui répondent déjà un petit peu pour savoir dans le chat votre expérience. Je pense que on passe par pas mal de phases dans notre vie professionnelle avec des différents niveaux de management. Moi, par exemple, là, dans les dernières années, les dernières expériences, j'ai été manager de pas mal de monde quand j'étais chez Webedia. Webedia, c'est un grand groupe de médias français digital qui a notamment Allociné et plein d'influenceurs. Et en fait, moi, je suis rentré dans le groupe quand j'avais 28 ans, donc c'est assez jeune pour être manager. Et en fait, c'est surtout, avant, j'avais fait du conseil en stratégie, donc c'est très sympa, hein, c'est un métier très intéressant, mais on se manage nous-mêmes déjà et éventuellement quelqu'un qui vient d'arriver, junior, stagiaire, etc. Mais bon, c'est pas non plus grand-chose. Alors que quand je suis arrivé chez Webedia, j'ai directement eu une expérience où j'ai dû gérer de la première année autour de 80 personnes. Bon, évidemment pas en direct, mais quand même, ça fait quand même au moins entre 6 et 8 ma direct report et ensuite tout le reste. Et à la fin, au bout de 4 ans, donc de 2014 à 2018, à la fin, il y avait 250 personnes. Donc du coup, j'ai eu un espèce de saut dans le grand bain très 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 vite. Enfin, il y avait pas les petites étapes avec le petit bain, le machin, etc. C'est vraiment le grand bain tout de suite sans les bouées et ce qui est une expérience assez unique. Et en même temps, j'ai appris pas mal de choses. Et là, aujourd'hui, mes expériences, c'est que j'ai eu des expériences entrepreneuriales où j'avais des équipes beaucoup plus petites, où c'était beaucoup plus hands-on dans mon approche des choses, donc entre 5 et ensuite 20 personnes. Et là, aujourd'hui, je suis en chef de projet en freelance, donc en gros, j'interviens dans des boîtes pour le développement international et j'ai pas vraiment des équipes. Donc, je suis sur un management qui est encore un peu différent, qui est un management de chef de projet, qu'on a un peu tous aussi dans notre vie. Parce qu'en fait, c'est pas tellement du management, mais il y a quand même pas mal de choses qu'il faut répéter ou réutiliser, notamment faire avancer son projet, parce que les gens, ils n'ont pas intérêt à bosser pour toi, vu que c'est pas leur direct report, mais en même temps, il faut qu'ils le fassent parce que c'est important pour toi. Donc, Ouais, peut-être surtout ça, c'est mon expérience.
le grand enjeu du management transverse est aussi hyper important. Nicolas, je te propose d'un peu structurer notre propos et Je t'en peut-être prie. répondre à la première question, moi, que je trouve intéressante dans nos conversations, c'est de comprendre un peu l'hybridité. Finalement, l'hybridité, moi, je la définis comme être à distance et en même temps au bureau. Enfin, gérer des équipes qui sont soit à distance, soit au bureau, et en gros, il n'y a plus de règles. Toi, tu vois ça comme comment et quels enjeux ça a pu apporter cette hybridité dans le management en général? Bah, je pense que l'hybridité, en réalité, elle doit. Il y a ça, hein, le fondamental, c'est que on n'a plus les personnes au même endroit tout le temps. Et en fait, euh, c'est souvent un énorme changement pour des boîtes où l'habitude c'était que tout le monde se pointait au même endroit et que c'était visible d'avoir les équipes. En réalité, il y a quand même pas mal de choses qui ne changent pas parce qu'en fait, on ne passe pas notre vie généralement assis à côté de nos équipes à surveiller ce qu'ils font, mais on les On voit plus. espère. Donc, enfin, moi, en tout cas, je vous recommande pas. C'est un premier conseil. Ne faites pas ça. C'est très pénible. Mais en gros, ça force en fait à une distance qui se crée, qui est une distance physique, mais qui est aussi une distance d'isolement. C'est-à-dire que les personnes, quand on travaille chez elles, elles se sentent un peu seules aussi, elles ont moins l'interaction. Donc, le rôle du manager en tant que tel, il n'est pas censé vraiment changer. En réalité, le temps qu'on passe avec les gens physiquement côte à côte, bon, bah, comme c'est hybride, ça veut dire qu'on va y passer quelques jours. Quelques jours, il y a des moments quand même on va se voir, mais le reste du temps on se voit pas. Donc, en un sens, ça change beaucoup. Mais je trouve que la perception de la distance, elle est surtout par le fait que les gens s'en sentent isolés et qu'ils ont d'autant plus besoin d'un manager. Parce que ils ont plus l'espèce de cohésion, ils sont tous seuls en train de travailler chez eux, il faut qu'ils se fixent des objectifs, mais en réalité, ils ont besoin, ça, pour moi, l'hybridité, la façon dont on travaille aujourd'hui, elle augmente le besoin Allô? de manager. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous Ouais, pardon. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous demande toutes les 5 minutes si on a avancé sur notre projet. Ça, c'est très angoissant. Mais on a besoin d'un management qui nous donne des cadres, qui nous crée une structure, qui nous fait grandir, alors même qu'on n'est pas tout le temps tout seul avec tout le monde. Et ça, pour moi, l'hybridité, elle renforce ce besoin-là. Ouais, moi je trouve aussi, et je serais ravie d'avoir l'avis. J'ai mis un peu vous pouvez aller dans le sondage, on fait un petit sondage comme ça, on verra en fonction si on peut vous partager des tips avec Nicolas, quels sont les gros pain points que vous pouvez avoir. Euh, pour moi, l'hybridité, elle peut créer aussi un peu parfois d'asymétrie entre les gens qui étaient là au moment, puisque tu sais pas. Et du coup, je pense que ce que ça impose pour le manager, c'est d'être hyper clair sur le cadre. C'est quoi le cadre? Quels outils on utilise pour communiquer? Quand on est en réunion, typiquement, si des gens sont pas là, ce qu'on recommandera à chaque fois, c'est bah, tout le monde devant son écran avec sa tête. Au moins, si vous voulez être dans la même pièce parce que c'est plus sympa, au moins tout le monde a ouvert son écran et on se voit. Et il n'y a pas tout le monde dans une même pièce qui partage des regards et juste les deux personnes qui sont pas là qui en fait peuvent louper des sous-conversations. Je pense que pour moi, c'est ça. Et une autre chose où je me pose, et ça, je veux bien ton avis, Nicolas, c'est un peu, je trouve que d'un côté, tu peux te dire, bah, c'est l'ère d'un nouveau management super flexible, un peu un management efficace, parce que les gens, ils sont là où ils veulent, et effectivement, c'est la fin du micromanagement. Et de l'autre, en fait, c'est un peu, non seulement je suis manager et donc j'ai des responsabilités fortes, une pression de en haut, d'en bas et tout, mais en plus de ça, maintenant, je dois m'assurer que ceux qui sont pas là, bah, ils sont quand même connectés, tout va bien. Que ceux qui sont là, en fait, je dois leur justifier pourquoi ils viennent au bureau, etc. Comment tu gères tout ça? À ton avis, c'est plutôt positif ou c'est plutôt multitasking et difficile? Bah, je pense que euh, fondamentalement, ça change. Enfin, déjà, être manager, c'est dur. Enfin, c'est dur. C'est un Ouais, changement, c'est un nouveau métier, quoi. Généralement, on se dit que c'est la continuation de ce qu'on a fait, et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'il faut apprendre. Et donc, c'est un changement. Et je pense que l'hybridité augmente, accélère le changement. Mais tu vois, quand tu prends des exemples sur les règles, et en fait, l'hybridité permet aussi très fortement de de redéfinir un peu les règles du jeu. Là, je prends rien que cet exemple de ce qui vient de se passer. Tu te demandes d'interagir via un outil.
qui permet de dire, par exemple, chacun nous explique où est-ce qu'il en est dans son situation managériale. Tu crées des outils qui sont des sondages qui permettent de créer de la discussion et de l'information. Alors là, on n'est quand même que deux à parler et tout le monde écoute, mais leur façon de communiquer, c'est celle-là. En réalité, les outils qui sont à la disposition sont beaucoup plus nombreux. Parce que par définition, on a accès à des écrans et des interfaces et beaucoup plus de choses, ce qui permet beaucoup plus de communication. Étrangement, dans une réunion, si on avait fait la même chose dans une salle plénière avec 50 personnes, franchement, c'est galère de demander à tout le monde, vous en êtes où, faites un sondage, on va distribuer des bouts de papier pour le faire. Enfin, ça s'y prête pas, quoi. Donc, en réalité, je trouve que les outils qu'on a à notre disposition, ils sont très nombreux. Donc, dans l'hybridité, il y a beaucoup de positifs parce qu'il y a beaucoup de choses dans la façon dans le management qui nécessitent de faire de la remontée d'informations ou de forcer la communication, choses qui ne sont pas toujours possibles dans pas mal de cas en physique. Et en même temps, l'hybridité, elle est mieux que enfin, c'est mieux, en tout cas, de mon point de vue, elle permet plus de choses que le 100% l'un ou l'autre, parce qu'elle permet, dans les moments où on n'est pas là, de dire, bah, OK, voilà les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est effectivement, il faut que les règles du jeu de caméra, d'être présent, d'être dispo, de tout le monde participer à ce truc-là, parce que ça va permettre aussi de remonter des informations différentes que vous allez pouvoir dire, communiquer, etc. Et en même temps, Mm. euh, tu vas te retrouver sur des moments en physique où il faut l'organiser parce que tu peux pas dire vous venez quand vous voulez. Non, il faut que ce soit un peu plus, ça demande un peu plus d'organisation, plus de contraintes, mais ça permet de passer des moments, en fait, ça permet de passer des moments qui sont plus dédiés à une certaine tâche, que ce soit des tâches très professionnelles, très business pour pas perdre de temps dans le travail, ou que ce soit des tâches qui sont des tâches ou des moments qui sont des moments de convivialité ou de partage ou d'échange, de brainstorming, mais qui sont bien séparés. Et je trouve que l'hybridité force un peu à se poser ces questions-là, ce qui permet d'avoir des moments qui sont beaucoup plus propres, on va dire. On perd moins de temps et on passe du temps de bonne qualité sur les sujets pro ou convivialité brainstorming. Ouais, moi ce que j'aime bien de ce que tu dis, c'est que quand on voit le sondage là, où vous avez été pour l'instant Qu'est-ce quelques-uns à qu'ils disent? répondre, pas encore tous, sur les pain points, on voit qu'il y a les réunions, il y en a trop, et gérer la cohésion d'équipe. Et en fait, là, la première piste qu'on est en train d'explorer avec Nicolas, c'est les outils à disposition. J'aurais peut-être pu mettre d'ailleurs dans autres, d'ailleurs ceux qui ont mis autres, n'hésitez pas à nous dire dans le sondage, il y a trop d'outils, on est perdu, Teams, le Drive, Slack, Notion, etc. Je pense quand même que l'hybridité impose une chose et vraiment il y a une posture à prendre, c'est la culture de l'écrit. On est obligé d'écrire. Et je sais que parfois on a le réflexe de se dire je vais téléphoner, c'est plus sympa la machine à café. Et en fait, la culture de l'écrit, elle change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour éviter d'avoir trop de réunions. Parce qu'en fait, parfois, on va se rendre compte qu'avoir fait des récaps écrits, avoir posé ces questions devant un public à l'écrit nous a permis de trouver la réponse et de ne pas avoir besoin de la réunion. Et a permis aussi de ne pas venir à une réunion si on voit que les récaps sont bien faits, qu'il y a un récap sur soit l'outil de messagerie qu'on utilise, soit nous, on utilise beaucoup de Notion en interne, qui est un outil qui permet d'avoir un très bon knowledge management à l'intérieur des entreprises. Et ça, je pense que c'est nécessaire. Et je vais juste vous donner un exemple de moi, ce que j'ai vécu et le jour où j'ai compris la force de cette fameuse culture de l'écrit. Et parfois, à quel point ça va contraire un peu à notre culture de pouvoir le faire à l'oral. La réunion, elle est plus facile, quoi. Je suis une ancienne consultante donc dans des boîtes plutôt traditionnelles. Je travaillais pour plein de grands groupes, etc. Et j'arrive, ma première expérience entrepreneuriale, et j'arrive dans ma boîte, et là, j'utilisais Slack pour la première fois, donc l'équivalent d'un Teams pour ceux qui n'utilisent pas Slack, en tout cas d'une messagerie directe. Et je dis oui, je prends les boss un peu, plus d'autres gens, on était trois quatre. J'envoie dans la conversation et je leur dis, je viens de mettre un point dans votre agenda parce que je voudrais qu'on discute de ça. Et j'avais remis le titre de l'agenda que j'avais mis. Et là, un des boss me répond, Annabelle, ici on ne fait pas de réunion, qu'est-ce que tu veux? Et là, je me dis, oh là là, ici, on ne fait pas de réunion, qu'est-ce que tu veux? Va falloir que je l'écrive. Donc déjà, changement un peu de culture. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de réunion, je dis qu'en fait, il faut toutes les interroger. Et en fait, tout d'un coup, le fait d'avoir écrit et d'avoir été obligé d'écrire ce que je voulais, déjà, ça m'a forcé, ça m'a engagé.
Je pouvais plus me cacher derrière, je vais les mettre dans une réunion, je vais les faire réfléchir et ça va m'aller. Et en fait, bah, ça m'a demandé de réfléchir, de problématiser, de dire, voilà les trois pistes de solution que je vois. Et en fait, en 5 minutes, les trois personnes ont réagi, ont voté et c'était fini. Et j'ai gagné 1 heure dans mon emploi du temps et je me suis dit, ouh, en fait, il y a deux choses qui sont fortes là. Deux, d'avoir interrogé l'utilité de la réunion. Bonne chose. Et deuxièmement, l'outil Slack qui là nous a servi et se dire qu'on écrit. On écrit, ça reste, on sait où est la décision. Je sais qu'une entreprise comme Alan, typiquement, écrit tout, 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 tout. Tu sais exactement pourquoi la décision a été prise, par qui et quel a été le cheminement de pensée. Bon, ça, c'est quand tu vas à l'extrême, mais en fait, c'est hyper utile pour la cohésion d'équipe, qui était le deuxième problème. Je ne sais pas si toi, Nicolas, tu as vu d'autres choses un peu utiles dans limiter les réunions ou pour gérer la cohésion dans ces fameux outils qui ont pu émerger. Ouais, ouais, et en fait, enfin, outils process, parce qu'en fait, les outils, en réalité, c'est pas, enfin, tu peux utiliser tous les outils pour faire la même chose. En réalité, même Alan, ils ont pas l'outil qu'il faut. Ils ont hacké un truc Ouais. Ils qui ont pris ne fait GitHub, qui est pas. un truc de développeur. Ouais. Mais, mais toi, dans ton exemple à toi, ce qui est encore plus fascinant, c'est que non seulement toi, tu as gagné 1 heure hein, dans ta réunion, mais surtout, tout le monde au-dessus a gagné 1 heure. Parce qu'en fait, ta réunion, elle était censée impliquer 4 personnes pendant 1 heure. En fait, elle implique toi. En fait, tu fais une demi-heure et les autres mettent 5 minutes, donc tout le monde y gagne du temps. Et je trouve que ça, c'est des trucs qui sont. Il y a des cultures enfin, qui permettent de changer ça. Quand moi j'étais chez Webedia en Allemagne, en gros, on avait une routine c'est-à-dire que toutes les réunions étaient déjà quasiment écrites. Notamment les réunions qu'on fait à peu près tous, qui sont les réunions de suivi d'activité. Où on a quasiment tous un peu ce truc-là, où on fait un point toutes les semaines, où on dit voilà ce qui se passe, réunion commerciale, réunion édito, réunion, qu'est-ce que soit le sujet. On dit, bah voilà, on se raconte ce qui s'est passé la semaine dernière ou les 2 semaines d'avant, selon le rythme qu'on a. Et en fait, cette réunion-là, au bout d'un moment, tu l'as fait, tu l'as fait une fois, tu l'as fait 500 fois, 500 fois. Tout le monde arrive en disant, bah voilà, j'ai fait ça, puis on a fait ci, puis j'ai rencontré machin, puis j'ai fait bidule. Et donc, c'est très linéaire. Et bah, au bout d'un moment, tout le monde s'ennuie. Parce qu'il faut le temps que les gens expriment ce qu'ils ont fait, ça prend peut-être 5-10 minutes. Puis ils ont besoin de s'exprimer, donc tu les laisses s'exprimer parce que il y a un effet à parler en réunion et à ce qu'on nous écoute. Mais ils parlent sur un sujet qui est pas très intéressant, qui est la liste des choses qu'ils ont faites, quoi. C'est un peu une liste de courses. Et en réalité, on a changé ça assez vite en Allemagne en disant, bah ok, j'ai compris que vous allez faire les choses qui sont les plus importantes, vous allez les écrire. Donc on va écrire dans un document tout ce que vous avez fait la semaine dernière ou les 2 semaines. Vous allez écrire ce truc-là avant la réunion. Et on va commencer la réunion par 5 à 10 minutes où on va lire le document tous ensemble. Donc tout le monde va lire toutes les informations de tout le monde. Et ensuite, on demande à chacun de problématiser ou de mettre en avant un ou deux sujets qui ne sont pas des choses qui les mettent, enfin, c'est pas le but qu'ils se mettent en avant, parce qu'il y a d'autres moments pour les mettre en avant, mais c'est plutôt le but de se dire, OK, moi j'ai eu ce problème-là, ou j'ai ce problème-là, j'ai résolu de telle façon, j'ai toujours ce truc à résoudre et j'ai besoin d'aide d'autres personnes, mais c'est quoi la plus grosse problématique? Ce qui fait qu'en fait, les gens parlent, parce que chacun doit s'exprimer sur ce sujet-là, mais ils ne parlent pas en déroulant les faits de voilà ce qui s'est passé, mais en exprimant quelque chose qui est intéressant. Et ça passe par l'écrit, parce qu'en fait, en réalité, en 5 minutes, on a tous lu toutes les informations. C'est un document n'importe quoi, hein. Ça peut être un Google Doc ou une page Word qui est reprise, mais on a tout l'historique et on sait tout vraiment ce qui s'est fait, etc. Et surtout, tu peux la transformer en uniquement écrit en disant, bah, en fait, mon seul objectif, c'est de savoir ce que les gens ont fait, donc c'est que de l'écrit. Mais en revanche, si tu te dis que tu as envie de parler, de communiquer, d'exprimer parce que tu as des problèmes à régler en collectif, bah, tu gardes une partie orale, mais tu décomposes les trucs. Et ça se fait également très bien en hybride, parce qu'en fait, là, sur un écran, si on se dit, bah, on lit tous le même écran, c'est très simple. On est tous avec notre truc, on regarde, on met des petites notes et des questions au fur et à mesure de la façon dont on lit, en disant, ah ouais, t'as fait ça, bah tiens, faut penser à ça. On a commenté, interagi avec le reporting, et on a gardé, surtout, un moment beaucoup plus intéressant de parole, d'expression, de communication, sur des trucs problématisants qui ont des enjeux plus Au grands. point de Et ça, blocage. ouais, ça, en fait, on fait tous trop de réunions, donc
surtout des réunions pas utiles où on passe trop de temps à parler de choses qui sont pas utiles. Donc, je trouve que Alors, ça, moi, c'est un bon outil. là-dessus, on fait deux choses que je vous recommande. La première, c'est le rôti, qui est de. On pourra le faire d'ailleurs, si vous voulez, à la fin de, de ce webinaire. On note toutes nos réunions. À la fin, on dit à tout le monde de dire un, 2, et là, tu montes tes doigts. Si un, franchement, tu as perdu ton temps, en fait, c'était pas utile que tu sois là, et tu te dis pourquoi j'étais là. Deux, tu te poses la question de ton utilité. Trois, c'était presque utile, mais voilà. 4, t'as vraiment bien aimé, il t'a manqué juste un petit truc. Et 5, c'était parfait, clair, et t'as bien fait d'avoir la réunion. Et en fait, Tu le fais en on le direct fait à la à fin de la réunion? chaque réunion en direct avec tout le monde. Quelle enfer si tu Et prends que alors, des il 1. faut, bah, si tu prends que des 1, franchement, tu te poses plein de questions. Après, ça veut dire quoi? Et ça, peut-être qu'on va en venir après. Ça veut dire qu'il faut laisser la parole, il faut être prêt à suivre le feedback, etc. Et pour ça, il y avait plein de gens qui ont mis dans le sondage la cohésion d'équipe. Et juste un truc, le rôti est hyper important et il faut toujours demander à ceux qui ont. Si tout le monde a mis 5, il y en a un qui a mis 4, bah, t'interroges la personne, qu'est-ce qui lui a manqué. Et en plus, bah, du coup, tu parles, t'es content, etc. Et dès qu'il y a moins de 3, il faut réfléchir. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on repense. Ouais, c'est un peu, Antoine, la même chose que les silent meetings Ouais. d'Amazon. Enfin, le Euh, truc que moi je faisais, c'est ça, c'est le silent ouais. meeting de dire on step, enfin on s'est inspiré d'Amazon, hein, on n'a pas inventé la poudre. C'est exactement ça. Et franchement, déjà, les gens sont un peu plus concentrés. C'est un vrai truc. Mais vas-y, continue. Ouais, non, mais c'est vrai Rôti, que ça fait du bien de dire à ça chacun s'appelle de se mettre. rôti. On fait, ouais, ROTI, ROTI, et tu dis aux gens de noter sur de 1 à 5. Et honnêtement, nous, ça a un peu transformé le meeting. Ça a fait vachement de bien parce que ça nous a permis de réorganiser des choses qui marchaient plus, de plus savoir pourquoi on était là. Et une autre chose qui est intéressante, c'est de se dire que nous, pareil, souvent nos team meetings, il y a un ordre du jour. Parfois, ceux qui sont toutes les semaines, c'est un récap, les points bloquants. Et du coup, on les restructure très souvent. Tous les 6 mois, on les reprend en disant, OK, on sait qu'ils sont utiles. Est-ce qu'on changerait pas l'agenda pour que ce soit encore plus efficace, etc. Donc, toujours re-questionner ces meetings et surtout pour faire en sorte que chacun soit impliqué, c'est avoir un leader de meeting tournant. Ça veut dire que du stagiaire au boss, la personne doit être responsable du meeting une fois, typiquement si tu as une réunion tous les lundis, ça doit pas être la même personne qui l'anime, ça doit être toujours une personne différente. Et cette personne-là, elle doit être au courant qu'elle anime. Donc s'il s'agit de récupérer les récaps de tout le monde sur ce qu'ils ont fait, les points bloquants, etc., bah, c'est à cette personne-là dans la semaine. Et donc, même si c'est le stagiaire de la boîte, il n'y a pas de question. Cette personne-là, elle va aller parler au boss. Bah, t'as pas fait ton récap, s'il te plaît, on en a besoin pour la réunion pour être prêt et que ce soit une réunion efficace. C'est elle qui va condenser un peu le contenu pour tout le monde, voir s'il y a des points qu'il faut aborder. Et c'est elle qui va animer. En disant, bah voilà, bonjour, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça. Nicolas, s'il te plaît, est-ce que tu peux présenter? Et en fait, ça marche vachement bien. Et Magali, les silent meetings d'Amazon, c'est ce que décrivait un peu Nicolas, c'est le fait d'arriver dans le meeting en étant sûr, comme d'habitude, que personne n'aura eu le temps de préparer. Mais en revanche, tu as quand même un doc Word que chacun a dû remplir. Et en fait, les 10 premières minutes de tous les meetings chez Amazon servent en silence à se mettre tous au goût du jour sur pourquoi on est là, quel est le point bloquant qu'on veut résoudre pendant le meeting. Et du coup, tes 10 premières minutes, tu lis un doc Word qui résume à peu près l'ordre du jour, les éléments que tu peux avoir en situation, les chiffres clés qu'il faut que tu aies pour prendre une décision, etc. Et donc, tout le monde est silencieux, tout le monde est dans la salle, et ça veut dire que personne ne perd son temps à ah, mais j'étais pas au courant, je savais pas, on a tous le même niveau Ouais. d'information. Non, mais surtout, ce qui est hyper important dans ce truc-là, c'est que ça, c'est comme un peu toutes les méthodes que tu mets en place. Au début, tu te dis, genre, mais est-ce que ça va marcher? Parce que la première fois, les mecs sont là, genre, ah oui, je suis pas sûr et tout. En fait, au bout de 3 4 fois, tu passes pour un rigolo si t'as pas écrit ta partie. Parce que tout le monde la lit et dit, ah ouais, il n'y a pas la partie 2. Et en fait, tu as une espèce de social pressure à dire, bah, en fait, tout le monde le fait, donc il faut bien que je prenne le temps de le faire. Et puis en même temps, tu as gagné du temps. Donc, tu as un espèce d'effet là-dedans. Je pense que ce qui est intéressant dans le truc du rôti, ce qui est toujours un peu, ce qui est toujours un petit peu à adapter, à ajuster, c'est-à-dire que euh, selon le niveau de culture de ta boîte, et je pense que chez vous, Annabelle, vous êtes enfin, à l'aise avec le feedback, même quand il n'est pas forcément positif. Il y a une espèce de truc de bienveillance en disant, bah, tu peux donner ton avis, c'est pas grave. Dans une boîte, c'est la remarque de Oran, c'est ça? Ouais, si je ne me trompe Ah pas. ouais, je trouvais Oran, ça un peu bullshit. effectivement, tu as une boîte où les trucs sont hyper. Enfin, j'imagine une boîte un peu grosse où les mecs se disent, ah tiens, on va changer, on va créer un nouvel outil.
et tu n'as pas installé la culture de faire un feedback, tout le monde met 5. Enfin, tu vas pas passer pour le mec qui dit genre 2. Ah d'accord, t'es pas content. Tu vas aller voir les RH peut-être. Non, mais du coup, je trouve que ça, c'est un truc qui fait, en tant que manager, parce que bon, on subit beaucoup le management de son manager, mais on peut l'éduquer aussi. Mais en tant que manager, notre responsabilité, c'est aussi de dire, je vais y aller progressivement, avec mon rythme, la culture de la boîte, la culture des gens que je manage, et on arrivera peut-être à Alan, qui est le boss de fin, quoi. On peut passer par des étapes, mais on n'est pas forcé d'aller jusqu'au bout. Et en gros, de se dire, bah, en fait, ça se trouve, c'est ça que je tiquais un peu sur c'est en direct ou c'est après la réunion. Tu peux avoir un espèce de celui qui organise la réunion tournante, qui peut envoyer un mini sondage. C'est très anonyme au début, ou alors c'est je mets pas une note, mais je mets un commentaire, ou je mets quelque chose qui ne soit pas forcément aussi clair, parce que ça va pas forcément être trop. T'as pas envie de mettre une note de 2 mais tu as envie de dire quelque chose quand même. Donc tu peux imaginer des modèles pour que ça progressivement. Voilà, t'as pas de transparence, c'est pas de transparence, quoi. Donc tu es forcément manager, toi. En fait, toi, en tant que manager, même si ta boîte elle a une culture qui n'est pas exactement la même, tu mets en place un peu, enfin, tu es responsable devant tes équipes de ta façon de fonctionner. Et donc, tu peux dire, OK, bah, à mon échelle, j'ai envie de faire ça dans mes équipes, dans les réunions que j'organise. Et tu n'es pas forcé de le faire partout. Tu peux garder une réunion, c'est comme ça, puis petit à petit, tu développes à d'autres choses, quoi. Et ça, c'est très important, parce que Et à toi de, si tu vois que tout le monde met 5, tu peux aussi un peu provoquer la discussion. Ah ouais, tu mets 5, mais tu vois, et un peu essayer de voir. Ce que je pense on est quand même dans donc notre webinaire s'appelait aussi Manager, ça s'apprend surtout dans un contexte hybride et anxiogène. Il y a une nouvelle réalité due à cette hybridité, due au monde dans lequel on est quand même en train de travailler en ce moment, qui a quand même, on peut dire tout ce qu'on veut, pas mal changé et change assez vite et à son lot de complexité. J'ouvrais tout à l'heure encore l'appli du Monde, alerte, les banques centrales disent aux banques de se préparer à la crise. Je trouve on va de trucs comme ça en trucs comme ça, qui est qu'aujourd'hui, en tant que manager, et Nicolas le disait bien, c'est pas parce que toi, ton manager te le fait pas que tu peux pas le faire avec tes équipes. Et je pense que le management, tu peux vraiment avoir une coordination avec ton équipe qui est pas mal. Tu es obligé de rentrer dans des conversations super régulières, prendre le pouls de tes équipes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas juste je revois ta to-do. C'est très régulièrement savoir comment va la personne. Si quand elle est chez elle, elle a une bonne connexion. Si de quoi elle est entourée, par qui, est-ce qu'elle est entre guillemets bien installée, des choses comme ça, qui en fait était un rôle que le manager n'avait pas forcément et qui aujourd'hui est dans notre contexte beaucoup plus nécessaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire s'adapter, enfin, se frotter au feedback. Et le feedback, en fait, c'est un muscle. Et c'est comment tu fais pour réussir à te muscler là-dessus et le recevoir. C'est le numéro un, parce que avant de le donner, ce qu'il faut, c'est apprendre à toi-même le recevoir. Donc, du coup, le demander. Et toi, tu as pensé que j'étais comment à ce meeting? Tu trouverais que je devrais m'améliorer? Plutôt que tu as pensé que j'étais comment, si c'est parfois les gens, ils osent pas te dire. Oui, très bien. Tu dis non, mais si je devais m'améliorer, t'aimerais que je fasse quoi? Et là, tout d'un coup, tu te mets à avoir des vrais feedbacks parce que tu poses des questions où la personne est obligée de te trouver une piste d'amélioration ou des choses comme ça. Et ça, c'est hyper important de l'instaurer le plus vite possible pour que les personnes commencent à sentir que sont dans une relation de confiance. Parce qu'on parle d'hybridité, la première, on se demandait quelle était en fait la première qualité d'un manager avec cette relation-là. Ça va être l'empathie et la confiance. Et à partir du moment où tu as l'empathie et la confiance, et ça, elle va marcher aussi grâce à cette communication constante. Donc évidemment, la culture de l'écrit va aider, les outils dont on a parlé, mais après, ça reste de l'humain à l'humain. Je sais pas si tu as des choses là-dessus, Non, mais Nicolas. tu as raison, parce qu'en fait, tu as les deux rôles dans un truc de management qui est un peu la structurer, utiliser les outils pour que ta communication se fasse bien. Et ensuite, euh, de fait, tu dois aussi créer une relation, créer une culture. Mais on subit généralement la culture de l'entreprise quand on ne la crée pas. Donc, on arrive dans un endroit où il y a des règles, des codes, des façons de travailler. Et, et, et c'est à toi, en tant que manager, de dire, bah, en fait, moi, ce qui compte pour moi, c'est telle partie de la culture. Et donc, si c'est un truc qui est important, le feedback notamment, bah, ça se travaille, ça s'apprend, ça se renforce mutuellement avec toi, ton équipe, etc. Et,
et tu peux créer un îlot autour de toi de management à ta façon, dans une culture que tu continues à respecter, qui est celle de ton entreprise et qui est beaucoup plus grande que toi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui fait partie du travail du manager. Et généralement, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, quand je manage, quand j'arrive dans des. Là, je change d'organisation, j'ai changé de. Comme je suis freelance, je me retrouve à arriver dans une organisation qui a un style de management X ou Y. Bah, au début, tu es forcé de faire exactement comme. Enfin, tu vas pas arriver en disant moi je fais comme ça et pas autrement. Donc tu prends un peu les codes et à partir de ces codes-là, tu reprends par rapport à tes valeurs à toi ce qui est le plus important. Donc, est-ce que tu mets d'abord l'écrit parce que tu veux pas perdre de temps? Est-ce que tu mets d'abord le feedback parce que tu as envie des personnes qui travaillent elles soient vraiment très réactives et tu vois leur niveau de réactivité par rapport à ça? Tous les éléments, au fur et à mesure, se travaillent par rapport à ce qui est important pour toi en tant que manager et ce qui est important pour les personnes qui travaillent. Et d'autant plus quand tu as un truc un peu hybride, ça prend un petit peu de temps pour trouver comment ça fonctionne, mais tu peux tester des choses, tu peux mettre en place des moments où par exemple, ce que tu dis en disant il faut que je sache ce que font, comment sont installés les gens chez eux, bah, ça fait partie de questions qui sont à poser, que tu dois avoir récréer comme lien régulièrement et de demander déjà, bah, ok, mais comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce qu'on peut t'améliorer? Est-ce que par rapport au nombre de réunions qu'il y a, il y en a trop, pas assez? Et c'est passer pas beaucoup de temps, et pas forcément avoir des réponses directes, mais en tout cas, euh, recevoir l'information de quelqu'un que tu ne peux pas voir forcément tous les jours et qui sera très souvent euh, chez elle, la personne. Et quand elle vient, elle sera là avec plein de gens, parce que généralement, c'est un peu comme ça que c'est organisé, tout le monde est là au même moment. Donc, en tant que manager, c'est de définir un peu tes objectifs, qui sont des améliorations de la vie de ton équipe, et de les prendre les uns après les autres pour voir comment tu peux les améliorer. Et, et ça t'apprend, en fait. Complètement. Bah, après, ça va être un des sujets qu'on va aborder, puis on laissera le temps pour les questions. Pour moi, et qui est important, ça va être quand même le management de la performance dans ça, qui change. On est heureusement, hein, et ça fait longtemps qu'on le dit, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une obligation totale et c'est un focus à donner aux résultats et aux objectifs et laisser la personne créative et sur son chemin le plus possible, parce que de toute façon, tu as beaucoup moins de micromanagement. Mais avant ça, je voudrais juste, parce qu'il y a quelques questions là-dessus, donner quelques tips que moi j'ai vus de managers qui m'ont pas mal inspiré, où je me suis dit ah oui, en fait il y a pas mal de choses. Déjà, c'est comprendre que la posture de manager et être un manager, c'est un métier. C'est pas que faire ma to-do et un peu m'occuper des gens de mon équipe. C'est vraiment le management, ça en fait bah ouais, ça s'apprend et ça se vit et ça prend du temps de manager. Et ce temps-là, il faut le mettre dans son agenda et le bloquer. Déjà, moi, il y a eu trois choses qu'on m'a dites que j'ai trouvé vachement utiles. La première, c'est d'avoir, quand on a une grosse équipe, et ça, c'est plus quand on est sur des positions de leadership, se dire qu'on va essayer une fois par semaine au moins d'avoir un meeting très ouvert avec tous les gens qui veulent venir, qui viennent, qui est un peu, vous savez, c'est ce que font les Facebook, Google Co, qui s'appelle les All Hands. Donc vous venez et vous posez toutes les questions que vous voulez et c'est les 30 minutes questions. Et je réponds à tout parce que je suis dans une position managériale, en leadership, je suis dans un comité de direction, dans un comité exécutif, je suis l'entrepreneur CEO de ma boîte. Et du coup, bah, évidemment, il y a plein de questions tout le temps. Donc, Olen, c'est questions ouvertes, vous répondez. Et le but, c'est de le faire d'en faire un rituel. Pas forcément toutes les semaines, au moins toutes les 2 semaines, que les gens se sentent vraiment. Le mieux, c'est d'enregistrer ces moments, vous les faites en ligne et vous savez que ça va être ouvert. Là, ça commence à mettre la place à voilà, on est dans une boîte de transparence et d'ouverture. Et vous pouvez le faire avec vos équipes élargies. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que les one-on-one avec les gens proches de vous en management direct doivent être hyper réguliers, évidemment, mais ils doivent pas être que sur la to-do. Donc, il y a les one-on-one, points de déblocage, ça, vous gérez. Mais il doit y avoir avec vos équipes directes à chaque fois. Donc, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, une demi-heure de comment tu vas. Est-ce que tu te sens progresser? C'est quoi Et on parle d'autre chose que ce qui est en ce moment en train de se passer. C'est pas facile à faire, mais il faut le faire. C'est hyper Ouais, je suis d'accord important avec toi, d'activer la la Annabelle. vision. En fait, c'est hyper important. Et moi, dans les trucs que j'ai fait ou que j'ai vus, c'est de les décomposer. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir des one-on-one qui vont être que sur. Enfin, ce qui est compliqué dans les one-on-one, c'est de mélanger les choses et de ne pas avoir des espaces de discussion qui s'y prêtent. Et en fait, il y a des moments, il y a plein de trucs à dire sur la to-do.
Et du coup, tu te dis genre, ok, mais j'aurais pas le temps de parler des trucs qui sont pas de la to-do. Et en même temps, il faut que je le dise, donc je sais pas à quel moment je le dis. Donc là-dessus, c'est de dire, selon le rythme de travail de votre équipe ou de ton taf, quoi, tu vas avoir un truc où tu vas dire, genre, OK, en fait, il faut qu'on se voit toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les machins, parce que modulo ton rythme, mais il y a un moment qui est business. Et on parle que de la to-do, tu vois. Et il y a un moment qui est dédié à progression, amélioration, feedback, relation avec les autres, machin, etc. Et en fait, c'est deux moments différents. Et si on les mélange, généralement, en fait, il y en a qui sont. En fait, on manage des gens qui sont différents, mais moi, j'étais avec des gens qui avaient toujours envie de parler de leur to-do, parce que c'était très rassurant de parler que de business et que de projet et que de deadline et que de machin. Et qu'en fait, tu avais envie de les amener sur et toi, ça va sinon, ta progression, tu te sens que tu apprends des choses, très bien avec les équipes. Et en fait, ça, c'était ouh là là, mais non, c'est super, tout va bien, merci, c'est bon, j'ai la to-do, j'y vais. Donc, eux, il faut un peu aller leur tirer les verres du nez, mais ils ont besoin de ça aussi. Enfin, il faut que le cadre soit disposé pour dire, en fait, ça fait partie de moi ce qui m'intéresse. Je te demande pas de me raconter ta vie perso. Je te demande de me demander, de me dire si il y a des points de blocage qui permettent pas de faire ton travail, ou il y a des choses que tu as envie d'apprendre, et des trucs dont tu es curieux, et des trucs qui te frustrent. Et donc, peut-être que ça, faut aller le chercher, mais c'est peut-être une fois par mois, quoi. Et tu as des gens, à l'inverse, et qui ont toujours des trucs à raconter où ils vont se plaindre, quoi. En disant, ils arrivent sur une réunion tout doux et ils vont dire, ouais, mais en fait, c'est compliqué parce que ça, j'en ai marre. Enfin, bref, des trucs qui sont pas du tout business. Et ça, en fait, chacun sa façon de le gérer. Par exemple, moi, personnellement, j'écoute absolument pas les gens qui se plaignent. Parce que je passe à autre chose direct et je suis là genre, ok, ok, on continue. Mais je dis pas que j'ai pas d'empathie, mais je le mets à d'autres moments. Je dis, bah, en fait, c'est quoi, on va en parler à un autre moment, mais c'est pas grave. Et puis il y a des gens, en fait, qui se laissent prendre par l'empathie en disant, je vais beaucoup écouter cette plainte qui est un peu trop chaude, quoi, qui vient d'arriver de la semaine dernière. Et puis, du coup, on passera un peu moins de temps sur la structuration de la to-do, mais parce que c'est le plus important. Et en fait, les deux problèmes sont les mêmes. C'est parce qu'on mélange des réunions et on mélange des moments où on se parle. Et je pense que ce qui est important, c'est de connaître la façon dont on gère les gens qu'on manage et nous-mêmes, et de dire, en fait, on va parler boulot et on va parler problème perso, mais on va y aller, on va parler des vrais trucs, hein, on va pas se mentir, mais on les mélange pas. Comme ça, on est sûr qu'on fait exactement ce dont on a besoin. Et on revient en disant genre, ok, est-ce qu'on parle trop ou pas assez des problèmes perso ou boulot? Ça, c'est une analyse qu'on peut faire, mais si on arrive à bien décomposer les deux moments. Et Je sais pas ce que un tu en penses. dernier petit, ouais, complètement, un dernier petit tip sur ce sujet, et je pense que c'est utile pour first time manager, manager déjà totalement avec beaucoup de bouteilles, et c'est pour moi ça a été un truc assez game changer. C'est ce qu'on appelle le manuel de l'utilisateur ou mon manuel d'employé. Et écrire je pourrais vous donner, on vous enverra un petit récap et je vous donnerai un petit template parce que c'est super utile. Nous, on l'utilise beaucoup chez Maria Schools et chez Lyon qui est qui je suis. Donc moi, Annabelle, je travaille de telle manière. Je sais que j'ai tendance à écrire énormément sur Slack parce que j'aime bien le travail en asynchrone, ne pas se sentir obligé de me répondre. En revanche, je déteste qu'on me contacte le week-end, donc vraiment que si c'est urgent et par texto. Et en gros, j'explique un peu mes seuils d'atteinte de limite, le manque de respect, le nanan, des choses comme ça qui, moi, me sont chères. Et c'est hyper intéressant parce que tu fais toi le travail en tant que manager d'abord, tu présentes ta fiche, et dit, bah voilà, je pense que c'est un bon truc pour qu'on ait comment on communique. Quand je travaille chez moi, je suis dans tel endroit généralement. J'aime bien me concentrer dans ces heures-là. Je suis plutôt du matin, plutôt de l'après-midi. C'est hyper bien. Pour de vrai, il y en a qui aiment pas, mais les tests MBTI, tous ces trucs qu'on trouve sur Internet, c'est toujours utile. Moi, je suis plutôt comme ça. Je suis expansif, je suis nanan. Et en fait, tout d'un coup, c'est vous, en tant que manager, qui avez montré un peu, OK, regardez, je vous montre qui je suis. Vous pouvez même ajouter mon gâteau préféré. Moi, c'est le tiramisu. Et derrière, nous, c'est comme ça qu'on fête les anniversaires de tout le monde au bureau. Et à chaque fois, les gens sont là, mais comment tu sais que c'est le gâteau préféré? Ah bah, tu l'as écrit sur ton manuel de l'employé. Et en fait, c'est vachement bien parce que vous demandez aux gens de votre équipe de le faire. Et tout d'un coup, on rentre dans, en fait, ah ouais, on a une manière de fonctionner différente, mais on se comprend. Je vois comment tu communiques. Et tout d'un coup, ce côté non-transparence, ça marche pas, bah, au moins vous, dans votre équipe, vous tentez de le faire et ça débloque des situations, vous allez voir, beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc ça, c'est ma dernière recommandation sur... Il y a plein de gens qui ont écrit dans le sondage que c'était les conversations difficiles, un de leurs gros pain points.
Et au-delà il y a beaucoup de matières pour réussir vraiment à les dépasser. Il y a plein de techniques pour le faire, la conversation difficile. Mais je pense que si vous êtes dans une relation de confiance, ça sera déjà un des premiers steps à réussir à avoir cette conversation difficile. Et Ouais, après, avant, je suis d'accord avec toi, mais si c'est pour virer quelqu'un, a priori, c'est difficile, mais ce sera pas beaucoup plus simple, même si tu as confiance. Enfin, je ah bah pense que tu as si, entièrement raison. Non, mais je veux dire, c'est un truc où de toute façon, les personnes sont. Enfin, tu oui, crées c'est difficile, mais je trouve que tu romps un lien. Mais je pense que ouais, ça, c'est tu un truc romps un lien, qui. mais moi je pense que si tu vires quelqu'un, tu prends pas après sa période d'essai ou de choses comme ça, c'est que bah, tu le fais dans l'intérêt de ton équipe, de ton Bah, entreprise, de tout évidemment, ça, mais tu le fais dans évidemment. l'intérêt de la personne. Je crois vraiment qu'on est tous faits pour Oui, être oui. très bons Mais quelque alors, part. Donc généralement, si moi, on j'ai n'est pas assez bon, peu de gens qui étaient très contents. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Et même si j'avais une relation qui était confiance, en fait, il y a toujours une déception. Enfin, les gens sont toujours oui, déçus, la conversation tristes. est C'est difficile, compliqué. clairement, c'est Et vrai. c'est pour ça que quand on fait l'exercice, enfin, dans la formation Lyon, il y a quand même une session entière là-dessus. Où en fait tu apprends à accepter, où tu comprends, tu as les techniques, tu le fais de la manière la plus neutre. Tu trouves des techniques pour que ce truc-là soit, alors que c'est difficile, soit, soit fondamentalement quelque chose qui soit réussi. Et la réussite de cette conversation difficile n'est pas nécessairement le fait que tout le monde s'aime à la fin, mais que le message est passé, toutes les choses sont passées et que tout le monde a des choses claires. Mais du coup, c'est un truc pour le coup, se travaille. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans le parcours que vous avez chez Lyon, quoi. C'est qu'en gros, ce sujet-là, c'est un vrai truc, comme le sujet d'organisation ou le Et sujet comme le sujet du feedback, c'est du différent, c'est vrai. feedback, qui est un autre sujet, parce que le feedback n'est pas une conversation difficile, normalement. C'est bien décomposé. Mais du coup, ça, c'est des trucs une fois qu'on a l'attitude générale de ce que ça représente et de ce que nous, on est comme manager, en fait, tout ça, c'est des techniques. On s'entraîne, et surtout dans le métier de management, on fait des trucs, mais on n'a pas raison dès le début. Donc, on teste, on apprend ce qui nous va, ce qui fonctionne ou ce qui nous plaît, et ce qui plaît, ce qui fonctionne avec nos équipes, et puis on s'ajuste, quoi. Très bien. J'ai demandé si vous avez des questions sur le chat, vous n'hésitez pas. Moi, mon dernier sujet qui pour moi est hyper important et quand tu vois le sujet hybridité remonter, c'est un des premiers trucs qui vient. Alors, j'espère, vous êtes connectés à un webinaire Lyon, c'est qu'on est quand même tous dans j'espère, des états d'esprit de curiosité et donc de aussi laisser ces équipes faire et les guider avec un cadre clair sur un objectif qui est là. Et en fait, je pense que le management de la performance et comment tu évalues, comment tu fixes tes objectifs avec ton équipe a pas mal changé. Et c'est ça aussi qu'il faut apprendre à faire et bien faire. C'est comment tu ne descends pas que des objectifs et tu impliques ton équipe dans le dessin de ces objectifs. Donc typiquement, il y a des objectifs à atteindre. Peut-être se demander quels vont être les résultats. C'est ce qu'on appelle les fameux OKR, Objective Key Results. Il y a beaucoup de littérature que si ça vous intéresse, vous me mettez un petit, ça m'intéresse, et on vous en enverra dans notre mail récap. Mais je pense que c'est quand même hyper important de inciter sur, bah voilà le résultat qu'il faut atteindre. J'ai pas vraiment de matière pour te dire comment on va le faire, mais vas-y, ton rôle aujourd'hui, c'est d'atteindre ce résultat. Propose-moi plein de trucs pour y arriver. Toi, c'est des choses où tu as vu des trucs pertinents sur le management de la performance? Ouais, ouais, et je pense que t'as, t'as, là encore, il faut s'adapter à l'organisation dans laquelle on est et, et surtout la personne, enfin, la relation entre la personne qui est managée et le manager, et notamment le niveau de stress qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, il y a des gens, tu leur dis, mon manager, enfin la personne que je manage, je donne un objectif pour dans un mois, et j'en lui en reparle que dans un mois, ça peut me stresser de ouf, quoi, parce qu'en fait, je me dis, genre, mais ça se trouve, il n'y a rien à voir dans un mois et j'en ai besoin. Donc, au-delà des OKR, je pense que tu as, un lien qui te permet de dire, le travail des OKR te dit, genre, OK, on veut aller jusque là-bas, il faut qu'on construise un peu le chemin et j'ai des idées, mais tu vas avoir ton point de vue à toi, donc construisons un chemin, ayons un plan pour y aller et surtout, ayons un plan de communication pour que j'ai suffisamment d'infos pour être déstressé, j'ai confiance, mais au début, on peut avoir une confiance absolue, mais en fait, il faut quand même avoir des espèces de points de. En fait, ça marche bien, puis on va me poser la question, en fait, parce que dans un sens aussi, on va me demander à moi comment ça se passe ce projet-là. Enfin, j'ai le même reporting à faire. Et donc, tu es forcé d'avoir un espèce
je fixe un cap, on construit le chemin pour y aller, on va pas revenir 300 fois dessus. Si on ne sait pas comment on va le faire, bah, on se prend du temps de réflexion et on teste des choses, mais on le planifie également, le fait de ne pas savoir. Et ça, c'est pas grave. En tant que manager, on n'est jamais face à un mur, quoi. On est face à des objectifs, des choses à faire, et puis ça prend du temps, ça s'apprend, etc. Mais ça, c'est les deux étapes, quoi. Fixer un cap et surtout fixer le lien parce que parfois les gens comprennent, genre, ok, bah, j'ai un OKR aux 3 mois, on se reparle pas, quoi. Et ah non, 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 Ouais. c'est intéressant parce que ça me va pas. J'ai pas envie de te micromanager en te disant, genre, t'en es où de. Tu vois. Donc, créer les conditions qui font qu'il y a la communication et les objectifs qui sont faits. Trop bien. À mon Je suis totalement alignée là-dessus et il y en a pas mal qui me demandent un peu de littérature sur les OKR. Je vous en enverrai sur ce qu'on a de bien en interne qu'on a récolté. C'est un sujet très très difficile si vous vous attaquez le problème. Moi, j'aime bien la philosophie des OKR, se dire qu'en fait, tu as des objectifs, que ça paraît une montagne et qu'en fait, tu vas la mettre en plein de petites étapes et que normalement, si tu as réussi à atteindre ces résultats-là, ton objectif le fera. Après, dans les faits, si jamais vous vous y mettez avec vos équipes, c'est un suivi quasiment tous les mois. Tu revois les objectifs, tu regardes si les résultats clés qui avaient été décidés sont les bons. C'est en fait beaucoup de travail aussi. Donc, j'alerte un peu là-dessus sur. Parfois, on a très envie d'y aller. Et en fait, on a mis beaucoup de temps à les construire. Et si on les suit pas et qu'on les revoit pas, au moins de manière mensuelle, généralement, au début, en tout cas, ça a du mal à prendre. Ouais. Donc, si vous Mais vous y mettez, comme tous les grands concepts de management qui sont pour les objectifs, c'est un peu un truc comme ça. En fait, pour moi, et chaque personne va être différente, et chaque organisation va être différente, il faut faire une stratégie de petits pas, quoi. C'est un travail d'être manager, mais c'est vrai dans le temps. Et dans chaque organisation, et dans chaque rôle, et dans chaque poste, et dans chaque équipe, il y a un objectif auquel vous allez atteindre, et puis il y a des petits pas. Et les OKR, par exemple, c'est un très gros pas. Et parfois, on met beaucoup d'efforts sur le truc, on bloque tout le monde. Il y a une promesse hyper forte sur le fait de dire on va mettre un nouvel outil, vous allez voir, ça va être génial. Et après, c'est tellement dur à suivre en ayant transformé la culture, si c'est pas intégré, si c'est pas partie du quotidien, qu'au bout de 3 mois, 6 mois, on s'est soit épuisé, et ça a marché, mais c'est rare, soit ça n'a pas marché. Donc en fait, je pense que là-dessus, là, tout ça, c'est un objectif et que il faut y aller petit à petit. Parce que la culture de Lyon, par exemple, elle est très avancée dans pas mal de sujets, mais la culture de plein d'autres entreprises, elles n'y sont pas. Et on n'y arrivera jamais, quoi. Ça se fait pas en 2 secondes. Donc, ouais, ce c'est pour ça, travail il faut pas. sur soi, les outils à maîtriser, tester des trucs et ajouter un petit bout de l'OKR, juste un petit bout pour tester, pour créer la culture et ensuite rajouter. Ça prend du temps, quoi. Exactement. Et j'aime beaucoup cette conclusion parce que c'est totalement notre état d'esprit. C'est là, on a partagé pendant plein de petits types d'outils, de choses. La vraie question, et c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir et que oui, le management, ça s'apprend, c'est qu'aussi, il faut réfléchir à, OK, dans mon contexte, avec mes équipes, etc., qu'est-ce que je veux prendre aujourd'hui, que j'ai entendu là et qui est pas mal, sur quoi j'ai envie de m'exercer et comment je l'applique. Parce qu'en fait, il ne faut pas faire des copier-coller de choses qui existent ailleurs en disant ah ben je vais le faire et vas-y on y va. Non, il faut se l'adapter, se dire comment ça marche et commencer un petit peu. Typiquement, là, je vois que vous êtes pas mal à avoir écrit conversations difficiles et culture de l'écrit ou des choses comme ça. Et ben ça, il faut commencer un peu petit, se dire ah bah tiens c'est marrant, la culture de l'écrit elle marche quand on s'envoie, je sais pas, en fait c'est sur notre drive de Google et c'est avec des Word. Bon bah très bien, on commence comme ça, on y arrive et au fur et à mesure peut-être il y aura des outils qui vont émerger un peu plus simples. Mais je pense commencer en se disant comment moi je me l'applique dans mon quotidien. Et du coup, dernière question, et après il reste 5 minutes, on va vous libérer. Peut-être vous écrivez chacun dans le chat. On prend tous une petite réflexion. Toi, tu peux faire pareil, Nicolas. Moi, je vais faire pareil. Se dire, OK, dans ce que j'ai écouté, là, dans ce qu'on a dit, dans les différentes choses, peut-être une chose qui vous a surprise ou une chose où vous dites, tiens, demain, moi, en tant que manager, first-time manager ou bientôt manager, voilà un des trucs que je veux mettre en place. Soit une surprise, quelque chose où vous n'y attendez pas, soit ça, le rôti. Ouais, c'est vachement bien. Silent meeting aussi, nous on le fait et c'est vraiment, ça change pas mal. Et honnêtement, moi, dans les trucs que je vous ai dit et qui a énormément changé, donner la parole sur les meetings réguliers à tout le temps quelqu'un de différent qui l'anime, c'est super. Très bonne cohésion d'équipe.
Manel de l'employé. Moi, je pense que c'est le rôti. On va gagner le rôti. On est trois sur le rôti là. S'il vous plaît, mettez autre chose. Il n'y a pas que le rôti, mais le rôti, c'est pas mal. Non, mais ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que je pense que ça prend un peu de temps, ça s'apprend à des outils. On ne pense pas forcément à tout. Et l'intérêt enfin, en tout cas, moi qui suis intervenant dans la formation de Lyon, et je trouve que c'est vachement intéressant, c'est qu'en fait, on définit des projets sur chacune des personnes, quoi, quand on a regardé, vous étiez tous dans des trucs un peu différents. Il y en a qui sont entrepreneurs et ils ont un ou deux personnes, ou ils vont prendre un poste, ou ils ont sept, huit personnes, etc. En fait, chacun a des problèmes différents. Les outils sont les mêmes, en fait, parce que les outils, ils ont éprouvé ou ils marchent dans certaines situations. Et la question, c'est comment est-ce que personnellement, vous les adaptez? Et en fait, c'est ce qu'on fait pendant les 6 semaines, quoi. On teste des choses, vous regardez, vous essayez, vous avez le temps d'essayer des trucs et voir si ça a fonctionné. Et vous créez votre propre matière, votre plan de croissance en management personnel et de votre équipe en petit à petit mettant les choses qui fonctionnent, quoi. Exactement. Parce que de toute façon, c'est un long chemin qui ne s'arrête jamais. Et Ouais, c'est et ça d'ailleurs se ça la réapprend à bonne chaque nouvelle. fois. Non, mais ça se Ouais, réapprend à chaque c'est fois. trop Moi, bien. je change de boîte à chaque fois parce que je fais des trucs. Vrai, j'ai des cultures tellement différentes. Je dois tout reprendre de Et zéro, c'est quoi. ça qui est super Donc, intéressant. c'est marrant, mais bon, t'as des bases, mais tu dois réaccepter de prendre du temps et tout, c'est bien. Alors, je vous propose de faire un petit rôti sur est-ce que vous avez perdu votre temps? Un, deux, vous avez presque perdu votre temps. Trois, vous avez presque perdu votre temps. Quatre, c'était pas mal. Et cinq, j'ai appris des choses et je repars contente de mon heure. Voilà. Moi, je mets cinq, évidemment. Merci, Nicolas. Moi, je mets 5 aussi. C'était super. Voilà. Et attends, juste avant que vous partiez, il est 58. Demain, on a un peu sur le même sujet, mais ça va être aussi hyper intéressant. Nicolas Nivol qui vient nous partager quatre leçons apprises Thomas? sur quatre terrains de jeu. Il est aujourd'hui terrain de jeu différents. Il a été dans plein de boîtes tech avec des scale-up, des startups qui ont toutes des cultures très fortes, notamment Algolia qui est connu pour la candeur radicale. Comment je fais pour toujours tout dire? Et donc, tous ceux qui s'intéressent aux conversations difficiles, je pense qu'il aura plein de choses à nous partager là-dessus. Critéo, qui a encore une autre manière de manager. Et le but, c'est qu'il nous dise un peu ses grands apprentissages. Donc, si ça vous intéresse, je vois que Antoine, tu es inscrit. Merci à tous. J'adore le 6-5 d'Isabelle. Ouais, c'est ça ce qu'on veut. C'est des 6. Mais Trop c'est pas bien. possible. Euh, Et merci à tous. Et j'espère qu'on se voit demain pour certains. Et à bientôt chez Lyon. On a plein de trucs, plein d'événements, des formations. Vous n'hésitez pas. À très vite. Merci Nicolas. merci, merci Annabelle, merci à tous.